peut-être qui vous êtes et qui vous représentez? Bah, heureux d'être ici déjà, de représenter, Sogelink. Je suis, commercial sur différentes solutions du groupe et notamment justement cette solution Amiens 360 voirie pour la cartographie des polluants dans les enrobés. Voilà, c'est vous qui allez faire une démonstration Exactement. numérique, de la solution. On a branché l'ordinateur, merci à Tout vous. est prêt. Tout est prêt. Ensuite, Mathieu. Oui, ben, bonjour, merci de nous accueillir Xavier. Donc comme Alexandre, moi je travaille, chez Soging. Je suis responsable produit de DICT.fr, donc qui est une autre solution sur tout ce qui touche autour de la déclaration des travaux et je suis également responsable produit d'Amiens 360 voirie qui vous sera démontré par Alexandre. Alors Mathieu, on avait dit qu'on commencerait, avec vous. Heu, Quand on a préparé cette conférence, effectivement, ce qu'on s'est dit, c'est: aujourd'hui, on intervient plus souvent sur les voiries, plus rapidement, et donc derrière, il faudrait nous décrire, pourquoi. Voilà, et je vous passe la zapette. Merci beaucoup. Effectivement, peut-être juste, je vais aller très, très vite sur Sogink, mais pour vous repositionner effectivement, Sogink, donc on est éditeur logiciel sur des solutions, spécialisées pour toutes les entreprises des travaux publics et les professionnels de l'infrastructure, présents, dans 5 pays, un peu plus de 220 000 utilisateurs sur nos solutions, près de 37 000 clients. Et on a la chance d'être 21e éditeur, logiciel français, donc on accompagne vraiment nos clients sur, des solutions leur permettant de digitaliser leurs process. Heu, Par rapport du coup à votre question Xavier sur effectivement, l'augmentation des travaux en voirie, je dirais qu'il y a 2 raisons principales en fait sur effectivement, l'augmentation des travaux dans ce domaine-là. La première explication pour moi, c'est effectivement et malheureusement l'augmentation des problématiques climatiques, hein, qu'on a et de tous les aléas climatiques, qu'on peut observer aujourd'hui. Nul besoin de rappeler les inondations qu'on a eues, dans le sud de la France là, il y a quelques mois. On peut se dire: «Mais quels impacts au final de ces aléas sur nos infrastructures et sur notamment, les voiries et les ouvrages d'art?» Énormément d'impacts. Je parlais des inondations à l'instant, je pense que tout le monde a encore en tête les images de ponts qui sont fragilisés ou de ponts qui sont complètement détruits en fait par ces aléas. Comme vous pouvez le voir en termes de chiffres, alors c'est des chiffres que j'ai pu reprendre de rapports de synthèse faits par le ministère de la transition écologique, hein, qui parlent d'eux-mêmes, mais typiquement tout ce qui est glissement de terrain, tout ce qui est, assèchement des cours d'eau, alors ont un impact sur les infrastructures, notamment sur les routes. Sur la partie assèchement, on peut se dire: «Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Quelle est la problématique typiquement sur une infrastructure?» En fait, qui dit assèchement dit meilleure maîtrise de la ressource en eau, notamment de tout ce qui va toucher autour des réseaux d'eau. C'est vrai que les réseaux d'eau généralement sont au-dessous des voiries et des infrastructures routières. Donc on voit que tous ces aléas ont un impact, direct, sur les infrastructures, et notamment sur les routes. Là, je soulignais juste effectivement, hein, ce lien entre les aléas et la typologie des travaux qui allaient être, réalisés sur ces infrastructures. Donc typiquement des études géotechniques, hein, qui vont être faites, des travaux de terrassement, des réfections de chaussées, des renforcements, de murs de soutènement, des renforcements ou des travaux sur les ponts, encore comme je l'indiquais. Et puis peut-être un dernier chiffre juste pour expliquer encore une fois, peut-être le second élément, hein, en complément des aléas, climatiques, c'est tout simplement la vétusté de nos infrastructures. Peut-être reprendre un chiffre, moi, qui m'avait marqué sur un rapport du CEREMA que j'ai pu lire il y a pas très, très longtemps, notamment sur les programmes ponts, qui sont des artères quand même, clés, hein, pour relier toutes nos infrastructures routières. Et c'est vrai que quand on prend le rapport, dernier rapport du CEREMA avec près de 40 000 ouvrages qui ont été étudiés et plus de 20 ou 25 d'entre eux qui présentent une défaillance structurelle qui nécessite dans les 5 à 10 ans des travaux, voilà, ça explique clairement que cette typologie de travaux va augmenter et de facto que l'évaluation du risque amiante, va être important à prendre en compte pour ne pas dire, obligatoire. Il va être obligatoire et on va avoir en fait de l'évaluation systématique avant cette typologie de travaux. Voilà un petit peu les raisons.
Oui, et puis il y a le quotidien aussi, hein, bien sûr, hein, sur l'entretien des voiries de manière, Voilà. globale, dans les collectivités, Exactement. En France, on a un peu plus d'1 100 000 kilomètres de réseau. Donc, à l'envergure et vu le maillage du territoire, effectivement, on parle de plusieurs millions d'investissements à faire annuellement, en fait, pour maintenir ces chaussées. Je prenais l'exemple des ouvrages d'art, mais c'est effectivement, hein, pour toutes nos routes départementales, régionales, autoroutes, on a cette problématique annuelle de maintenance qu'il va falloir prendre en compte. Voilà, alors est-ce qu'on peut, merci là, pour cette 1re diapo, est-ce qu'on peut effectivement faire un point réglementaire, hein, là où on en est? Je vous ai présenté un chiffre, hein, qui était 2026, Ouais. effectivement, c'est le dernière chose qu'on attendait dans l'amiante, hein? Et exactement. En tout cas, sur l'instruction du risque amiante en voirie, effectivement, c'est un arrêté donc qui est paru, récemment, juste cet été, hein, courant juin, comme vous pouvez le voir. Alors je ne vais pas refaire toute la rétro de la réglementation amiante, hein. L'idée, c'était plus de vous partager, en fait, les points clés, en fait, de cette réglementation avec un point de départ qui est quand même, fondamentale en 2016 avec cette fameuse loi El Khomri qui rend obligatoire le repérage amiante avant tout travaux, que ça soit travaux neufs ou des opérations d'entretien et de maintenance. Complété par le décret en 2007 qui va définir différents domaines d'application sur l'instruction de ce risque, dont un qui concerne effectivement les ouvrages de génie civil et les infrastructures de transport. Et effectivement, on attendait un arrêté d'application déjà depuis quelques années, donc qui est sorti en juin de cette année, qui vient en fait vraiment fixer un cadre sur la manière dont l'instruction et le repérage du risque amiante en voirie doit être réalisé. Avec en fait une entrée en vigueur de cet arrêté en 2026, premier chiffre que vous soulignez dans la présentation. Effectivement, on a maintenant, et tous les donneurs d'ordre qui vont être, soumis à cette instruction du risque avec cette méthodologie vont avoir globalement 1 an et demi maintenant pour se mettre, en marche et appliquer ces dispositions. Donc, il y a une norme qui définit la manière dont on doit faire, ces diagnostics? Exactement, donc c'est la norme, NFX 4602. Alors bon, je vais vous faire grâce, de tous les détails de cette norme, hein, c'est pas l'objectif du meeting d'aujourd'hui. En revanche, pour poser quand même quelques bases, heu, bon, le cadre général de cette norme, c'est vraiment, en fait, de permettre, aux donneurs d'ordre qui projettent de faire des travaux, soit directement sur des ouvrages de génie civil, sur des voiries ou sur des réseaux, qui vont être, du coup, amenés à travailler soit à rénover un enrobé ou soit à perforer l'enrobé pour accéder à des réseaux, ben, de procéder à des repérages ou en tout cas à une évaluation de ce risque en complément éventuel de repérage. Et cette norme, en fait, elle s'applique à quoi? Elle va définir un cadre, de la manière dont ces repérages vont être faits sur différents types d'infrastructures, réseaux et ouvrages de génie civil. Donc là, vous les avez listés derrière moi. Avec un point quand même à bien garder en tête, c'est que cette norme ne fait pas du tout référence à tout ce qui est sol et roche en place. Et ça, je pense qu'on a un expert avec nous, Brice, qui vous fera un topo là-dessus. Et effectivement, pourquoi on trouvait intéressant aujourd'hui de vous présenter cette évolution réglementaire sur tout ce qui est gestion et cartographie des enrobés, mais également faire un rebond sur l'amiante environnementale et sol et roche en place, parce que factuellement, sur ce type de projet, les 2 risques doivent être évalués. D'accord? C'est important. On sait qu'on a un arrêté, dans les tuyaux également sur tout ce qui est sols et roches en place, donc qui arrivera derrière. C'est très, très important d'avoir ces éléments en tête. Donc en tout cas, voilà les infrastructures concernées par ce cadre méthodologique de repérage. Derrière, la norme indique une méthode que je vais vous présenter, très, très succinctement avec, on va dire, 2 acteurs, fondamentaux sur cette réglementation. Donc le donneur d'ordre, qui est, voilà, propriétaire d'une infrastructure, maîtrise, d'ouvrage, l'exploitant, le gestionnaire de réseau qui projette de faire des travaux, de maintenance typiquement, et qui va avoir factuellement l'obligation d'instruire ce risque et d'instruire ce risque en suivant cette norme, d'accord? Et puis, l'opérateur, de repérage qui lui, pour le coup, va être sur le terrain et va définir une stratégie de repérage, procéder au prélèvement et globalement, indiquer effectivement, dans un rapport, globalement, si les zones, prévues, dans le plan de travaux, présentent des substances, amiantifères ou pas.
dans cette diapo-là, voilà, l'idée, c'était plus de vous simplifier, mais à l'extrême, la méthodologie donc, qui est dictée par cette norme. Tout démarre par effectivement une obligation pour le donneur d'ordre qui projette de faire des travaux, d'instruire ce risque. Et la première étape par laquelle on va passer, c'est de réaliser une évaluation a priori du risque amiante. Donc c'est une évaluation qui va être basée principalement en fait sur tous les documents qu'il a à disposition, les éventuels repérages préalables qu'il a pu réaliser sur ses ouvrages, les différents plans de l'ouvrage, voilà, tous les documents techniques, historiques ou géologiques qu'il a à disposition pour être capable d'identifier et de qualifier ce risque. En fonction de ça, vous voyez un diamant noir en fait sur la suite. Ce diamant noir en fait symbolise en fait une dispense éventuelle de repérage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le donneur d'ordre est capable de prouver globalement qu'il maîtrise ce risque, d'accord, sur le périmètre projeté des travaux, dans ce cas-là, effectivement, il est dispensé de réaliser une mission de repérage spécifique. Dans le cas contraire, effectivement, il doit s'engager avec un opérateur de repérage sur une mission de repérage qui globalement est structurée en 3 étapes. Le cadrage de la mission, donc qui va permettre à l'opérateur de repérage, sur la base de documents offerts par le donneur d'ordre, de qualifier le périmètre du repérage et le phasing de ce repérage, comment ça va se passer. La deuxième étape, c'est la réalisation in situ du repérage avec des visites de reconnaissance, l'identification de zones présentant des similitudes d'ouvrage, pardon. Et puis derrière, en fonction de l'identification de ces zones, le fait d'opérer des prélèvements pour aller confirmer ou redéfinir proprement ces zones. Et enfin, la conclusion qui consiste à rédiger un rapport de repérage par ouvrage. Voilà globalement le cadre méthodologique qui a été porté par cette norme. Voilà, donc on voit, et la diapo d'après, là, vous allez la présenter aussi, hein, peut-être? On voit, juste avant de faire la démonstration, Exactement, ouais. on voit il y a, une explosion du nombre de repérages, des complexités, mais ça vaut, on parlait sur le décret Bax, vous savez, ça c'est Mmh. sur les données énergétiques aussi, c'est pareil, il y a une explosion du nombre de données énergétiques et donc si, le donneur d'ordre, il veut, avoir un tableau de bord et il veut pouvoir exploiter ça correctement et bah, il faut une solution, numérique. Et on voit que ça coûte cher aussi de repasser, il y a une solution, c'est, bah, si on maîtrise le risque, on n'a pas besoin de faire de repérage, hein, donc ça a des impacts en termes de coûts. Exactement. Et donc aujourd'hui, pour le donneur d'ordre, il y a ces enjeux-là qui sont, essentiels pour lui et donc qui flèchent vers une solution numérique. Exactement. Ça, effectivement, c'est 4 points, mais peut-être qu'Alexandre, tu peux effectivement prendre la main Tout à fait. ouais, je Alors, te laisse. merci. Alors Mathieu n'est pas rentré dans les détails et dans les méandres de la loi El Khomri ou de la norme NFX 4602, mais vous l'avez bien compris, cette donnée, cette data de rapport de repérage, tout au long de la vie d'un projet, va devoir être partagée à de multiples opérateurs. Ce qui induit que cette data doit être stockée de manière efficace, doit être capitalisée, forcément, pour être distribuée aux différents intervenants sur la vie de votre projet, et ce, de manière le plus rapide possible. Donc cette célérité, pour moi, aujourd'hui, elle ne peut se faire qu'avec des outils numériques, type Amiante 360 Voirie. Alors, évidemment, nous sommes français, il reste toujours le petit village de donneurs d'ordre qui résiste encore et toujours à la digitalisation du monde du BTP. Mais aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes de délai, donc de coût, c'est handicapant de ne pas se tourner vers des solutions numériques. Voilà, ça c'est ma réponse. Nous, quand on a pensé Amiante Voirie, nos solutions existent de par les remontées de terrain de nos clients. Et donc, on s'est dit, on va faire un état des lieux. On va parler Amiante Voirie à nos clients. Parce qu'on a déjà un fort vivier de clients via une note de notre solution qui est dict.fr. Et donc, on a fait des interviews. Et le constat, il est le suivant. Alors, premier constat qui m'a étonné, c'est que il faut qu'on évangélise la bonne parole. Il faut qu'on diffuse cette donnée
sur la réglementation de gestion de l'amiante HAP dans les enrobés, parce qu'on a encore trop de donneurs d'ordre qui sont partiellement ou absolument pas au fait de la réglementation. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, sur des donneurs d'ordre qui sont effectivement renseignés, ils nous ont remonté des problèmes de capitalisation de la donnée, de maîtrise de certaines contraintes, notamment coût délai, liés au rapport d'opérage, et puis les différentes évolutions réglementaires, donc être au fait de cette réglementation, et puis de pouvoir partager efficacement la data. Donc à partir de ce constat-là, nous, on a essayé et on a fait d'ailleurs avec Mathieu, on a co-construit avec nos clients cette solution Amiante 360 Voirie. Voilà. Donc derrière, c'est poser la question du quand. Quand est-ce que votre donneur d'ordre, il doit, et du moins à quel moment il est le plus opportun pour lui dans son workflow, de venir Le workflow, alors peut-être pour dire dans son dans son process, ouais, dans ses méthodes de travail. ouais. À quel moment il est le plus opportun d'inclure un outil lui permettant une gestion efficace de la data. On a une solution qui s'appelle DICT.fr qui répond à une réglementation anti-endommagement des réseaux que je vais schématiser à l'extrême. Lorsque vous faites un trou en France, vous devez consulter l'ensemble des gestionnaires réseau qui sont présents sur votre emprise de chantier. L'idée, c'est d'éviter le contact godette pelleteuse, canalisation de gaz, parce que ça fait jamais bon ménage. Donc, c'est pour sécuriser les équipes. Ça, c'était indépendant de l'amiante finalement. C'est indépendant de l'amiante, tout à fait. Ouais. Et ça répond à une réglementation anti-endommagement des réseaux. C'est le point de départ, c'est la DT. Donc, ils sont obligés de passer par cette étape-là. Donc, on s'est dit, avec Mathieu, que c'était le bon moment pour inclure un outil leur permettant justement de gérer au mieux les polluants dans la voirie. Et c'est à ce moment-là, je vais passer sur la démo, je vais vous montrer un petit peu les différentes étapes avec notre outil amiante voirie. Oui, parce que les 2 sont obligatoires finalement maintenant, on peut dire, Ouais, Exactement. pour comprendre, hein. Peut-être pour synthétiser ou projeter un petit peu plus les gens sur les mots d'Alexandre, mais effectivement, en fait, l'objectif de l'instruction du risque amiante, c'est d'instruire ce risque en fait au plus tôt. C'est vrai que quand les équipes sont déjà sur le terrain, c'est bien trop tard et il va y avoir en fait des impacts budgétaires liés en fait au délai et liés en fait à une découverte trop tardive de ce risque qui va être extrêmement handicapante. Donc l'objectif pour un donneur d'ordre, c'est vraiment au plus tôt d'instruire ce risque. Et notamment en phase d'étude. Et effectivement, aujourd'hui, quand vous allez projeter de faire des travaux en France, et notamment quand vous allez réaliser une phase d'étude, vous allez devoir faire une déclaration de travaux, une DT. Et donc, c'est vrai que c'était cohérent pour nous d'intégrer au moment où cette déclaration est faite, parce que vous allez récupérer de l'information sur les réseaux, dans le même timing, d'essayer d'instruire ce risque amiante en voirie. Et d'où le lien entre les deux sujets. Mais oui, c'est une obligation également, c'est Ouais, notre en réglementation. termes de temporalité, on voit On est en phase d'étude. l'intérêt de le faire en phase d'étude. Exactement. Alors, on va continuer donc, Alexandre, alors, peut-être on va regarder faire la démo alors? Tout à fait. Alors là, on part d'une DT, tout simplement. Vous êtes D'été, alors déclaration de travaux. ça parle tout le monde, Ouais, déclaration de travaux, effectivement. Ouais. On est sur notre magnifique siège social de Caluire. Hop, vous tracez donc une emprise de chantier. Mettez-le peut-être en plein écran comme ça on voit. Ouais, si vous voulez. Ouais. On trace notre emprise de chantier, tout simplement. Je rentre pas dans les détails. Là, on est vraiment sur de la déclaration de travaux. Donc là, on est en direct sur la Tout plateforme. à fait. On est en direct sur la plateforme DTDICT, donc DICT.fr. Votre donneur d'ordre, il instruit son projet via une DT. Ouais. Il contacte l'ensemble des gestionnaires réseau présents ici sur son emprise de chantier. C'est une obligation légale, Ouais. d'accord, qui vont lui répondre si oui, ils ont du réseau ou non, ils n'ont pas de réseau Ouais. sur l'emprise de chantier. Et c'est à ce moment-là que nos solutions DICT.fr et Amiante 360 Voirie sont interconnectées. C'est-à-dire que le donneur d'ordre, l'outil va interroger notre base de données. On aura implémenté l'ensemble des datas du donneur d'ordre X dans notre outil. Et n'importe quel collaborateur du donneur d'ordre qui instruit un projet aura accès à la data. Donc, en termes d'efficacité du partage de la donnée et de l'exploitation de celle-ci, c'est optimum. Et vous voyez, ici, on a différents rapports de repérage présents à proximité ou dans l'emprise, tout
tout simplement, du chantier. Ouais, donc vous avez, là, vous voyez tous les rapports de repérage, y compris, ceux qui ont pu être faits pour d'autres donneurs d'ordre, si je vais y arriver. Heu, est-ce que c'est ça? Alors, on a aujourd'hui sur la plateforme effectivement, notre objectif effectivement, c'est de permettre en fait aux donneurs d'ordre d'être sur cette logique, de partage, hein, en fait, pour fédérer un écosystème et permettre en fait à tous nos clients de bénéficier de cette donnée. On gère 2 niveaux de visibilité à date sur la solution, donc du public, du privé. Donc un donneur d'ordre qui va vouloir, effectivement pas être sur cette logique de partage, on va, effectivement lui permettre déjà de capitaliser lui sa propre donnée. Mmh. Malheureusement, on n'aura pas un reversement La à la communauté? communauté, hein, ce qui est notre objectif et donc on essaye quand même d'orienter nos clients vers cette approche, puisqu'effectivement l'objectif c'est d'être capable in fine, indépendamment de l'emprise que vous prévoyez, de bénéficier de cette donnée et d'essayer de la rendre, entre guillemets, la plus ouverte possible. Voilà. On gère ces 2 niveaux. Par défaut, effectivement, aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de clients et de donneurs d'ordre qui souhaitent déjà capitaliser leurs propres données, hein. Je ne reviens pas sur le slide précédent, mais c'est vrai que ce qu'on voit énormément en clientèle, ou en discutant avec nos clients, c'est une donnée, en fait, qui est très froide, en fait. Donc des rapports qui sont déjà disponibles, qui sont présents, sur leur serveur de fichiers, qui sont présents sur leur PC, qui sont présents dans les boîtes mail et ne serait-ce que déjà d'avoir une vision simple, un outil simple Mmh. pour maîtriser leur propre base de repérage, c'est quelque chose qui n'est pas en place. Voilà. Ouais. Oui, alors, juste, là, on rentre dans le détail mais c'est-à-dire que j'ai un donneur d'ordre, je ne vais pas y arriver, hein, qui, a des multiples rapports, et donc du coup, il faut déjà les intégrer parce que des rapports Exactement. papier ou des rapports PDF, il faut les intégrer, Tout à fait. dans la base. Donc là, vous les accompagnez pour Bien sûr, intégrer tous ces rapports bien et sûr. donc avec des systèmes automatisés, j'imagine? Alexandre va vous faire voir ça après sur la solution amiante voirie, mais effectivement, en termes d'intégration, soit en saisie directe dans l'outil, soit en chargement de masse via des fonctions de chargement de masse, soit directement une délégation Nos équipes. SOG-Link à nos équipes avec un traitement automatisé d'intégration de Ouais. masse. Allez, on regarde ça Mm. alors du coup, Alexandre. Simplement, ici, on a ajouté une petite fonction pour rebondir sur la notion de problème de coût-délai. Si vous n'avez pas aujourd'hui de rapport de repérage ou si vous souhaitez des compléments, vous pouvez commander directement ici un complément et un rapport de repérage en 3 clics. C'est-à-dire que l'ensemble des données de votre projet, ici au stade de l'ADT, numéro de consultation, timing du projet, objet du projet, se reporte automatiquement. Et vous pouvez, si vous avez, par exemple, et c'est le cas dans beaucoup chez beaucoup de nos clients, d'avoir un opérateur de repérage qui est titulaire d'un marché, par exemple, vous le liez, vous nous le faites lier, et derrière, simplement, vous rentrez une date de réalisation de votre rapport. L'opérateur est notifié par mail d'une commande. Il fait effectivement son rapport de repérage et le redépose dans l'outil. Et tout remonte dans votre outil ami en 360 Voirie et dans votre dossier DICT.fr, dans votre dossier de DCE, votre dossier de consultation des entreprises. Voilà. Ça, c'était simplement une petite parenthèse. Et je vais vous montrer l'outil Voirie. Hop. Peut-être un mot donc du coup pour les personnes qui nous écoutent. Donc on est parti effectivement de DICT parce qu'on trouvait cohérent encore une Mm. fois de vous montrer la synergie qu'il y a entre faire une déclaration de travaux et instruire ce risque au même moment, parce que d'un point de vue phasing projet, on est en phase d'étude. Là, ce que vous allez voir à présent, c'est vraiment le cœur de la cartographie qu'on propose à nos clients sur l'amiante en voirie, donc amiante 360 voirie, sur lequel on va concentrer les différents rapports de repérage et les différents prélèvements de ces rapports euh, partagés par nos clients, partagés par les donneurs d'ordre. Donc l'outil, le voilà. C'est un beau pays. C'est un fond de carte avec effectivement des prélèvements, tout simplement. Voilà, typiquement. Vous avez effectivement un mapping de prélèvement sur un fond de carte. Vous l'avez en vue carte ou en vue liste, avec des options de recherche avancée pour retrouver les prélèvements qui vous intéressent le plus rapidement possible. Euh, Hop, on va se mettre, admettons, encore une fois, chez nous. Typiquement, voilà à quoi ça ressemble. Alors, vous avez des points, point vert, point rouge. Euh, Quand vous cliquez dessus, vous avez sur votre gauche tous les éléments importants de votre rapport.
la référence du dossier, la référence du rapport, la date, le propriétaire, le donneur d'ordre, la zone, le prélèvement en soi, et puis le résultat. Est-ce qu'on est négatif ou est-ce qu'on est positif à l'amiante et aux HAP? Vous avez la possibilité, en cliquant dessus, d'avoir accès à votre rapport si vous voulez plus de détails, que vous pouvez télécharger, imprimer et partager. Donc là, en termes d'exploitation de votre donnée et de rapidité pour trouver l'info, honnêtement, aujourd'hui, c'est quand même assez intéressant. L'outil gère ce qu'on appelle les ZPSO, les zones présentant des similitudes d'ouvrage. Donc ça, c'est dans la norme NFX 4602. Et le but de Sogelink, évidemment, c'est d'essayer de coller au mieux à cette réglementation-là et à cette norme-là pour pouvoir proposer des outils ISO à la réglementation. Donc à date, on est le seul outil à gérer cette notion de ZPSO en surface, mais la norme indique aussi la notion de ZPSO en profondeur. Et ça, Mathieu, tu me le confirmes, dans les futures évolutions de l'outil, on va avoir également cette notion de ZPSO, mais en profondeur. Effectivement, ouais. Alors, on va peut-être pas faire prendre beaucoup de temps pour expliquer toutes ces notions, mais effectivement, la notion de zone qui présente des similitudes d'ouvrage, c'est quand même une notion voilà, très très importante dans cette norme NFX 4602. Aujourd'hui traitée en surface de notre côté, mais effectivement avec pour objectif de coller clairement à la norme et permettre à nos clients d'avoir un visuel sur ces zones en sous-sol. En Parce que 3D, finalement. exactement, Vous avez des réseaux au exactement, sous-sol, effectivement. exactement, Ouais. exactement. Tout à fait. En termes de traçabilité, vous consultez l'historique. Qui a fait quoi et quand? Tout est tracé. Donc, vous avez un historique sur vos prélèvements. Et tout à l'heure, Mathieu l'a partiellement effectivement énoncé. On a différents moyens d'implémenter cette base de données-là. Le premier moyen, effectivement, c'est du template Excel et de la réintégration de masse, tout simplement avec un glisser-déposer ici. Vous avez une possibilité, hop, on va se remettre sur nos petits prélèvements de Sogelink. Hop, ici, la possibilité de les réintégrer de manière manuelle. Donc, le client, il est en totale autonomie pour intégrer et créer ses dossiers. C'est de la translation de données. Vous avez votre rapport PDF, vous recopiez simplement ce que vous avez dans votre rapport sur effectivement l'outil avec une référence de dossier, une référence de rapport, la fameuse visibilité publique ou privée que Mathieu a énoncé tout à l'heure, à savoir est-ce que vous souhaitez partager votre rapport de repérage à l'ensemble de la communauté ou pas. Le rapport de repérage que vous joignez en PDF. Et ici, par exemple, vous voyez, hop, vous pouvez ajouter des zones avec des notions clés sur votre prélèvement. Donc, la zone, la date, latitude, longitude, détail du prélèvement et résultat d'analyse. Donc là, le client, il peut le faire en totale autonomie. Et la troisième option, c'est de nous déléguer cette gestion-là. C'est-à-dire que nous, on a des équipes d'experts qui sont effectivement formés à réintégrer des rapports de repérage dans la solution. Et en termes de ratio coût-délai, temps passé, aujourd'hui, on a essayé de faire quelque chose qui est avantageux pour le client. Encore une fois, le but, c'est de lui faire gagner du temps, effectivement, sur cette réglementation-là. Oui, vous avez industrialisé, donc vous savez, vous allez plus vite, effectivement, que le client, j'imagine, Tout à fait. pour intégrer toutes ces données. Donc ça, c'est clair pour. Vous vouliez montrer d'autres choses sur le. Sur l'outil, non. Sur l'outil. Sur l'outil, non. Voilà. Pour faire une conclusion, moi, je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, avec un identifiant, un mot de passe, nos clients peuvent répondre à deux réglementations fortes. Nos donneurs d'ordre peuvent répondre à deux réglementations fortes. Et aujourd'hui, je pense très honnêtement qu'il n'a jamais été aussi simple de protéger les équipes sur le terrain. Donc, il est important de ne plus avoir d'excuses. Et avec des outils comme on les propose, vos équipes seront très honnêtement en sécurité. Et c'est le but, effectivement. Est-ce qu'il a un bénéfice, là c'était une question, on n'avait pas préparé, hein, je ne veux pas vous coincer. Hein. Est-ce qu'il a un bénéfice à partager les données ou à pas les partager? C'est-à-dire que je partage et donc j'accède à des données qui sont partagées ou je garde en privé les données? Non, ça c'est est-ce que c'est des choses. Je sais que dans les communautés, de manière classique, hein, sur le numérique, c'est des choses qui se font, hein, qui se pratiquent. Oui. Bah, forcément, c'est un petit peu plus complexe. Ou c'est à la carte en fonction de ce que chacun veut. C'est des données sensibles, enfin, c'est des données qui sont quand même qui ont une certaine sensibilité.
Après, pour autant, ce que dit la réglementation et notamment le dernier arrêté, hein, une fois que l'instruction du risque amiante a été faite par un donneur d'ordre, c'est que le donneur d'ordre, typiquement, s'il n'est pas propriétaire de l'infrastructure, ce qui peut être le cas si il est juste en gestion et qui prévoit de faire des travaux sur une infrastructure, c'est qu'il doit reverser globalement ces différents rapports, les repartager en tout cas avec le propriétaire de Ah l'infrastructure, oui, oui. qui peut les mettre à disposition de toute personne en fait qui va lui en faire la demande si cette personne projette de faire des travaux sur son infrastructure. Donc cette logique de partage, elle est quand même inscrite jusqu'à un certain point dans la réglementation, d'où le fait qu'on voilà, on soit très sensible à cette notion de partage. Idéalement, effectivement, il faudrait que cette donnée soit centralisée, ouverte pour tout le monde. C'est pas le cas à date, hein. Mais c'est clé et favoriser ce partage, quand on voit en fait le nombre d'acteurs tout simplement qui vont être amenés à réaliser des travaux, c'est clé. Donc même si effectivement aujourd'hui il n'y a pas de référentiel unique sur lequel tous les prélèvements nationaux sont disponibles, gratuitement consultables ou autres, je pense que si on veut accélérer l'instruction de ce risque pour tous les acteurs, ces fonctions de partage sont importantes. Oui, le donneur d'ordre a intérêt à pousser, hein, cette notion de partage parce que C'est déjà finir financièrement pour lui en termes de délai, Effectivement et puis l'idée effectivement c'est, à partir du moment où on partage un donné, c'est aussi pouvoir, idéalement, profiter de la donnée, de ses confrères, hein. mmh. Ça serait l'idée, ouais.